Je n'ai pas besoin d'une servante. J'ai besoin d'une femme. Ces mots frappèrent Lydia plus durement que le vent d'hiver du Wyoming. Ce vent qui l'avait poussée jusqu'à la porte de cet inconnu. Elle avait fui un mariage forcé pour tomber dans le piège d'un autre homme. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Mais Caleb Hartman n'était pas comme l'associé de son beau-père, avec ses mains douces et son sourire cruel. Les yeux de ce cow-boy avaient quelque chose de différent. Quelque chose qui la terrifiait plus que n'importe quelle menace. L'honnêteté. Une vérité brute, sans filtre, qui balayait chaque illusion qu'elle avait portée à travers 3 États, et elle était trop désespérée pour faire demi-tour. Maintenant, avant de continuer, je vous invite à vous abonner et à rester avec moi jusqu'à la fin de l'histoire. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. J'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent. La main de Lydia tremblait alors qu'elle frappait à la porte du ranch. 3 jours sans vrai repas. 4 nuits à dormir dans des granges abandonnées. L'argent qu'elle avait volé dans le bureau de son beau-père s'était épuisé quelque part dans le Nebraska. Et le froid du Wyoming était plus mordant que tous les hivers qu'elle avait connus dans l'Est. La porte s'ouvrit. L'homme qui se tenait dans l'encadrement n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Grand, le visage buriné, peut-être 35 ans, avec des yeux qui semblaient voir à travers ses faux semblants. Il ne parla pas. Il attendit simplement. Je cherche du travail. Sa voix sortit plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. N'importe quel travail. Je sais cuisiner, nettoyer, raccommoder. Non. Le mot était sec, définitif. Il commença à refermer la porte. S'il vous plaît. Elle détesta la façon dont le mot se brisa dans sa gorge. Je n'ai nulle part où aller. Ses mains s'arrêtèrent sur la porte. Ses yeux l'étudièrent à nouveau. Ils l'étudièrent vraiment, cette fois. Il observa la robe coûteuse, maintenant couverte de la poussière du chemin. Les mains douces qui n'avaient jamais vraiment travaillé. Le désespoir qu'elle ne pouvait cacher. Vous fuyez, ce n'était pas une question. La gorge de Lydia se serra. Ce sont mes affaires. Pas si vous amenez des ennuis sur mes terres. Il s'appuya contre le cadre de la porte, les bras croisés. Quel est votre nom? Lydia Mercer. Quelqu'un vous suit, Lydia Mercer? La vérité la renverrait dans le froid. Un mensonge la piégerait plus tard. Elle choisit la vérité. Probablement mon beau-père. Il avait des projets pour moi, je n'étais pas d'accord. Quelque chose changea dans son expression. Pas de la sympathie, quelque chose de plus dur. De la compréhension, peut-être. Entrer avant de geler sur place. La maison était sobre, mais propre. Une cheminée en pierre dominait un mur. Elle dégageait une chaleur qui fit souffrir les doigts gelés de Lydia, tandis qu'il dégelait. Elle resta près de la porte, incertaine. Pendant ce temps, il alla à la cuisine et versa du café d'une cafetière posée sur le poêle. « Asseyez-vous. » Elle s'assit à la table en bois brut. Il posa le café devant elle et prit la chaise d'en face. Il tenait sa propre tasse dans ses mains calleuses. « Je suis Caleb Hartman. C'est ma terre. 5 cents acres, principalement des pâturages pour le bétail. Je m'en occupe seul. Seul? Le mot lui échappa avant qu'elle ne puisse le retenir. C'est difficile, oui. Il but une longue gorgée de café. Mes parents ont bâti cet endroit. Ils sont morts toutes les 2 maintenant. Mon père il y a 3 ans, ma mère 2 ans plus tard. Le cœur a lâché, a dit le docteur. Je crois qu'elle ne supportait pas d'être ici sans lui. La crudité de sa voix la surprit. Pas d'apitoiement, juste un constat. Il l'avait énoncé avec la même honnêteté brutale qu'à la porte. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Ils ont eu 40 belles années ensemble. Plus que ce que la plupart des gens obtiennent, il posa sa tasse. Vous avez mangé aujourd'hui? Non. Il se leva sans un mot et se dirigea vers le poêle. En quelques minutes, il prépara une assiette de bœuf froid, de pain et de haricots. Ce n'était pas un festin, mais les mains de Lydia tremblaient. Elle se força à manger lentement pour ne pas montrer à quel point elle avait faim. Caleb la regarda manger. Quand elle eut fini, il lui resservit du café. « Parlez-moi de ces projets que votre beau-père avait. » L'estomac de Lydia se noua. Il voulait que j'épouse son associé, Marcus Whitmore. 43 ans, il a déjà enterré une femme. Il a la réputation de ne pas être tendre avec les femmes. Et vous avez dit non. J'ai dit non. Alors mon beau-père m'a enfermé dans ma chambre. Il a dit que je changerais d'avis après quelques jours de réflexion. Mais la servante, une gentille fille nommée Anna, m'a aidé à sortir par la fenêtre.
J'ai pris l'argent que j'ai pu trouver et je me suis enfui. Il y a combien de temps? 3 semaines. La mâchoire de Caleb se crispa. 3 semaines de voyage seul. Vous êtes soit très courageuse, soit très désespérée. Désespérée, le mot avait un goût de cendre. Je ne suis pas courageuse. Les gens courageux restent et se battent. Moi, j'ai fui. Fuir un mariage forcé n'est pas de la lâcheté. C'est de la survie. Il l'étudia un long moment. Qu'aviez-vous l'intention de faire en arrivant dans l'Ouest? Trouver du travail, construire une nouvelle vie. Je pensais, je pensais que je pourrais peut-être être enseignante ou travailler dans une pension de famille ou... Sa voix s'éteignit en voyant son expression. Vous savez ce qui arrive aux femmes seules ici? Sa voix était douce mais inflexible. Surtout aux femmes qui vous ressemblent, qui parlent comme vous, qui viennent clairement d'un milieu aisé. Vous tiendriez peut-être une semaine avant qu'un homme ne décide que vous avez besoin de sa protection. Et sa protection aurait un prix. La chaleur envahit les joues de Lydia. Je ne suis pas stupide. Je n'ai pas dit que vous l'étiez. J'ai dit que vous n'étiez pas préparé. Il se pencha en arrière sur sa chaise. Ici, ce n'est pas Boston ou Philadelphie, ou d'où que vous veniez. Les règles sont différentes. Plus dures. Alors, apprenez-moi les règles. Les mots sortirent plus vifs qu'elle ne l'avait voulu. Caleb haussa un sourcil, et pour la première fois, une lueur qui aurait pu être du respect traversa son visage. Vous apprendre? Oui, j'apprends vite. Je n'ai pas peur du travail difficile. Ses mains disent le contraire. Lydia baissa les yeux sur ses doigts doux et sans callosité. La honte la brûla, mais elle croisa quand même son regard. Alors mes mains changeront. Caleb se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la terre enneigée. Le silence s'étira jusqu'à ce que Lydia pense qu'elle allait crier. Finalement, il se retourna. Je n'ai pas besoin d'une servante. J'ai besoin d'une femme, le monde bascula. Lydia s'agrippa au bord de la table. Quoi? Vous m'avez entendu. Sa voix était calme, pragmatique, comme s'il venait de commenter la météo. Ce ranch a besoin du travail d'une femme. Cuisiner, conserver la nourriture, gérer la maison, aider pendant les vélages au printemps, s'occuper du jardin. J'ai besoin d'une partenaire qui fera sa part du travail. En échange, vous obtenez une protection, un foyer et un nom qui tiendra votre beau-père à distance. Vous me demandez en mariage, à moi, une inconnue. Je propose un partenariat. Il croisa les bras. Je ne propose pas de romance, Lydia. Je propose un travail honnête et un bénéfice mutuel. Vous avez besoin de sécurité. J'ai besoin d'aide. C'est aussi simple que ça, simple. Elle faillit en rire. Vous pensez que le mariage est simple? Je pense que l'honnêteté est simple. Je ne vous mentirai pas. Je ne vous forcerai pas. Je ne vous ferai pas de mal. Je ne peux pas promettre l'amour. Je ne sais pas si j'en suis encore capable. Mais je peux promettre le respect, un traitement équitable et un toit sur votre tête. L'esprit de Lydia tourbillonnait. Elle avait fui un mariage forcé pour s'en voir proposer un autre. Mais celui-ci était différent. Caleb n'essayait pas de la posséder. Il proposait une transaction, des termes clairs posés comme un contrat commercial. Pourquoi moi? Vous pourriez passer une annonce pour une épouse par correspondance. Trouver quelqu'un qui connaît vraiment le travail du ranch, je pourrais. Mais vous êtes là maintenant et vous êtes assez désespéré pour dire oui. Les épouses par correspondance ont des attentes. De la romance, une cour, des promesses que je ne peux pas tenir. Vous êtes assez pragmatique pour comprendre ce que je propose vraiment. L'honnêteté brutale de ses propos lui coupa le souffle. Et si je dis non? Alors je vous donnerai des provisions, je vous indiquerai la ville la plus proche et je vous souhaiterai bonne chance. Mais Lydia, il croisa son regard. Vous n'y arriverez pas. Pas seul. Pas ici. Elle voulait l'argumenter. Voulait lui prouver qu'il avait tort, mais les 3 semaines de fuite lui avaient appris à quel point il avait raison. J'ai besoin de réfléchir. C'est juste. La chambre d'amis est au bout du couloir. Prenez la nuit. Décidez-vous demain matin. Il lui montra une petite chambre propre avec un lit qui ressemblait au paradis. Après des semaines sur le sol des granges, il la laissa seule avec ses pensées, sa terreur et ses calculs désespérés. Lydia s'assit sur le lit et essaya de penser rationnellement. Caleb Hartman lui offrait exactement ce dont elle avait besoin. La sécurité, un abri, un nouveau nom. Il avait été honnête sur ce qu'il voulait en retour. Pas de fausses promesses,
Pas de jolis mots pour masquer les dures réalités. Mais le mariage, ce mot lui donnait la chair de poule après tout ce qui s'était passé avec Marcus Whitmore. L'idée d'appartenir à un autre homme, même de nom seulement. Non, Caleb n'avait pas dit appartenir. Il avait dit partenariat. Elle s'allongea sur le lit, fixant le plafond. Dehors, le vent hurlait. À l'intérieur, la maison était chaude, solide, réelle. Et en bas, un homme qui lui avait offert une honnêteté brutale au lieu de mensonges réconfortants était probablement assis près de son feu. Il attendait une réponse qu'il savait déjà qu'elle donnerait, car ils savaient tous les deux qu'elle n'avait pas le choix. Cette pensée aurait dû la terrifier. Au lieu de ça, elle lui apporta une étrange sorte de paix. Au moins ce choix était le sien. Au moins, Caleb lui avait accordé cela. Le matin arriva, froid et lumineux. Lydia trouva Caleb dans la cuisine, préparant le petit déjeuner avec l'efficacité d'une longue pratique. « Le café est chaud », dit-il sans lever les yeux. Elle se versa une tasse et s'assit à table. Ses mains étaient instables maintenant. Elle avait pris sa décision quelque part dans les heures sombres avant l'aube. « J'ai des conditions. » Caleb lui jeta un regard avec quelque chose qui pouvait être de l'approbation dans les yeux. « Continuez. Chambre séparée jusqu'à ce que nous en décidions autrement tous les deux. »« D'accord, je veux te tout apprendre. Le travail du ranch, le bétail, les chevaux, tout. Je ne serai pas inutile. Je n'en attendais pas moins. Et si mon beau-père me trouve, il ne passera pas. » Les mots étaient simples, absolus. Si quelqu'un vient pour vous, il devra d'abord me passer sur le corps. Lydia prit une profonde inspiration. « Alors oui, je vous épouserai. » Caleb hocha la tête une fois, comme si elle venait d'accepter de l'aider à réparer la clôture. « Nous irons en ville aujourd'hui. Le pasteur Matthews fera ça vite et légalement. Il vous faudra une bague. Je n'ai pas besoin. Si, il vous en faut une. » Il croisa son regard. « Les gens parleront de toute façon. Donnons-leur moins de raisons de le faire. » 3 heures plus tard, Lydia se tenait dans la petite église de Redemption, au Wyoming. Elle portait sa robe de voyage poussiéreuse pendant que le pasteur Matthews lisait la cérémonie avec une rapidité experte. Caleb lui avait acheté un simple anneau en or au magasin général. Pratique, sobre, exactement ce à quoi elle aurait dû s'attendre. « Caleb James Hartman, consentez-vous à prendre cette femme pour épouse? »« Je le veux. » « Lydia Ann Mercer, consentez-vous à prendre cet homme pour époux? »« Je le veux. » « Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme, pas de baiser. » Caleb avait prévenu le pasteur à l'avance. Juste une poignée de main, un certificat signé, et ils étaient mariés. Madame Caleb Hartman. Le nom sonnait étrange sur les lèvres du commis du magasin général. Il l'écrivit dans le registre pour les nouvelles provisions de Lydia. Mais Caleb avait eu raison. L'anneau à son doigt et son nom sur ses papiers créaient un bouclier. Elle n'était plus une fugitive désespérée. Elle était la femme d'un éleveur. Le trajet de retour au ranch fut silencieux. Lydia étudia l'homme qui était maintenant son mari. Il montait son cheval avec une confiance tranquille. Il scrutait la terre avec la vigilance constante de quelqu'un qui a appris à lire chaque changement de son environnement. « À quoi pensez-vous? » La question la surprit. Elle n'avait pas eu l'intention de la poser. « Il faut que vous appreniez à monter correctement avant le printemps. » Il la regarda de côté. « Je ne peux pas laisser ma femme tomber de cheval la première fois que nous inspecterons le troupeau. » Ma femme. Les mots étaient désinvoltes, mais ils apaisèrent quelque chose dans la poitrine de Lydia. Pas du réconfort, exactement, plutôt une reconnaissance. C'était réel maintenant. Elle avait choisi cette voie, et Caleb la traitait déjà comme sa partenaire, pas comme sa propriété. « J'apprendrai. »« Oui, vous apprendrez. » Il pressa son cheval. « Allez. Une tempête arrive ce soir. Je veux être à la maison avant qu'elle n'éclate, la maison. » Un autre mot qui semblait étrange et nouveau. La première semaine mit à l'épreuve toutes les douces illusions que Lydia s'était jamais faites sur la vie au ranch. Caleb se réveillait avant l'aube et attendait d'elle qu'elle fasse de même. Il lui apprit à cuisiner sur le poêle à bois, à gérer le feu pour qu'il ne s'éteigne pas pendant la nuit, à conserver la viande et à rationner les provisions pour le long hiver. « Pourquoi êtes-vous si patient avec moi? » demanda-t-elle le 3e jour, après avoir encore brûlé une marmite de haricots. Caleb leva les yeux de la bride qu'il réparait. « Vous apprenez. Apprendre prend du temps. Mais je vous ralentis. Vous pourriez faire tout ça plus vite vous-même. Peut-être, mais plus vite ne veut pas dire mieux. » Il retourna à son travail. « Et puis, vous y arriverez.
Vous êtes assez têtu pour ça. Le compliment, si c'en était un, la réchauffa plus qu'il n'aurait dû. Dès la deuxième semaine, Lydia avait trouvé son rythme. Elle pouvait cuisiner un repas décent, gérer les provisions de la maison et même aider Caleb à nourrir les bêtes le soir quand le froid n'était pas trop brutal. Ses mains commençaient à avoir des callosités. Son dos lui faisait mal à cause d'un travail qu'elle n'aurait jamais imaginé faire. Et quelque part au milieu de tout ça, elle avait cessé de penser à fuir. Vous devenez plus forte, dit Caleb un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu après le souper. Ça se voit à la façon dont vous portez les seaux d'eau. Lydia regarda ses mains durcies. Mon beau-père ne me reconnaîtrait pas. Tant mieux, elle le regarda. Il nettoyait son fusil, méthodique et concentré. Regrettez-vous parfois de m'avoir demandé de rester? Ses mains s'immobilisèrent. Regrettez un travail honnête et un accord équitable? Non. Il croisa son regard. Regrettez-vous d'avoir dit oui? La question méritait la vérité. Je ne sais pas, c'est son corps. Demandez-moi au printemps. Quelque chose qui aurait pu être un sourire traversa son visage. C'est juste. La troisième semaine apporta le premier vrai test. Lydia était dans la cuisine quand elle entendit la voix de Caleb depuis la cour, tranchante et autoritaire. Dites ce que vous voulez. Elle se dirigea vers la fenêtre. Trois hommes à cheval, bien habillés, pas des gens du coin. Son sang se glaça. Elle reconnut le plus jeune, Thomas Porter, l'un des associés de Marcus Whitmore. Caleb se tenait entre les cavaliers et la maison, son fusil tenu de manière décontractée, mais prêt. Nous cherchons une jeune femme, dit le cavalier le plus âgé. Lydia Mercer. Sa famille s'inquiète pour elle. Je ne connais personne de ce nom. Une jolie fille, cheveux sombres. Elle a fui la maison il y a environ un mois. Je ne la connais toujours pas. La voix de Caleb était de pierre. Maintenant, quittez mes terres. Thomas Porter se pencha en avant. Nous avons des raisons de croire qu'elle est peut-être passée par ici. Si vous la cachez, je ne cache personne. Je dis à trois étrangers de quitter ma propriété avant que je ne décide que vous violez ma propriété avec de mauvaises intentions. Le fusil bougea légèrement. Il n'était pas pointé sur eux, mais le message était clair. Les yeux du cavalier le plus âgé se plissèrent. « Vous êtes Hartman, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que vous gériez cet endroit seul. Vous avez mal entendu. Maintenant, partez. » C'était une toute petite chose. La façon dont Caleb avait dit « vous avez mal entendu » au lieu de s'expliquer, mais cela suffit à faire battre le cœur de Lydia. Les cavaliers échangèrent des regards. Thomas Porter commença à parler, mais l'homme plus âgé le coupa. « Nous allons vérifier en ville. Si elle est dans le coin, nous la trouverons. Faites ça ailleurs. » Ils partirent lentement, délibérément, en faisant mine d'étudier le range pendant qu'il s'éloignait. Lydia resta à la fenêtre jusqu'à ce qu'il disparaisse de sa vue, les mains tremblantes. Caleb entra, son visage indéchiffrable. « Ils vont vérifier les registres de la ville, » murmura Lydia. « Ils verront l'acte de mariage. Oui, ils le verront. Caleb, Lydia Mercer n'existe plus. Vous êtes Lydia Hartman maintenant. C'est légal et officiel. » Il posa le fusil près de la porte. « Et s'ils reviennent, ils auront la même réponse. Vous êtes ma femme, ça veut dire quelque chose, par ici. » Elle s'effondra sur une chaise, bouleversée. « Vous avez menti pour moi. Je n'ai pas menti. Vous n'êtes pas Lydia Mercer. Vous ne l'êtes plus depuis 3 semaines. » Il s'assit en face d'elle. « Ils ne peuvent pas vous forcer à repartir. Vous êtes mariés à moi maintenant, et c'est un lien légal qu'ils ne peuvent pas briser. Marcus n'abandonnera pas. Mon beau-père ne les laissera pas. Essayez. » Sa voix était calme mais absolue. « C'est ma terre. Vous êtes sous ma protection. S'ils vous veulent, ils devront me passer sur le corps. Et je vous le promets, Lydia, ils n'y arriveront pas. » La certitude féroce de ses paroles brisa quelque chose dans sa poitrine. Elle avait fui si longtemps, se battant seule, et voilà que cet homme qu'elle connaissait à peine se dressait entre elle et tout ce qu'elle craignait. Pourquoi? Le mot sortit, brisé. Pourquoi me protéger comme ça? Caleb se leva et se dirigea vers le feu, lui tournant le dos. Quand il parla, sa voix était rauque. « Ma mère s'est enfuie une fois, avant de rencontrer mon père. Elle avait 17 ans, fiancée à un homme qui la battait. Elle a réussi à aller jusqu'au Kansas avant qu'il ne la rattrape. Il fit une pause. Mon père l'a trouvée en pleurs au bord de la route, le visage contusionné, la robe déchirée. L'homme la traînait vers son chariot. Il l'a mis à terre, a ramené ma mère à la maison et l'a épousée une semaine plus tard. Lydia ne pouvait plus respirer.
Elle m'a raconté cette histoire une fois, juste avant de mourir. Elle a dit que mon père lui avait donné une vie qui valait la peine d'être vécue. Elle a dit qu'elle serait morte en moins d'un an s'il n'était pas intervenu. Caleb se tourna vers elle. Alors non, Lydia, je ne les laisserai pas vous emmener, parce que je sais exactement ce qui arrive aux femmes quand des hommes comme ça obtiennent ce qu'ils veulent. Les mots restèrent suspendus entre eux, bruts, honnêtes, dévastateurs. Lydia se leva sur des jambes tremblantes et s'approcha de lui. Elle voulait le toucher, lui offrir du réconfort, mais c'était quand même, mais ne savait pas si elle en avait le droit. Au lieu de ça, elle se tint assez près pour sentir sa chaleur. Merci. Ne me remerciez pas pour de la simple décence. Ce n'est pas simple. Pas quand sa voix se brisa. Vous me connaissez à peine et vous risquez... Rien que je ne risquerai pas de toute façon. Il croisa son regard. C'est ma maison, ma terre, ma femme. Ils ne prendront rien de tout ça. Le mot femme sonnait différemment maintenant. Plus lourd, plus réel. Ils restèrent là, tandis que le feu crépitait et que le vent hurlait dehors. Et tout entre eux se transforma en quelque chose qu'aucun des deux ne pouvait nommer, mais que tous deux comprenaient. Les cavaliers revinrent 2 jours plus tard, mais cette fois, ils avaient amené le shérif. Lydia regarda depuis la fenêtre de la cuisine Caleb les rencontrer dans la cour, calme et imperturbable comme la pierre. Sheriff Morrison. Caleb fit un signe de tête au représentant de la loi. Caleb, ces hommes disent que vous cachez une fugitive. Je leur ai déjà dit que je ne cache personne. Ils disent qu'elle s'appelle Lydia Mercer. Je ne connais personne de ce nom. Ma femme s'appelle Lydia Hartman. Les sourcils du shérif Morrison se haussèrent. Votre femme, depuis quand êtes-vous mariée? Depuis 3 semaines. Le pasteur Matthews a célébré la cérémonie. Tout est légal et enregistré en ville. Le shérif regarda les 3 cavaliers, puis de nouveau Caleb. C'est vrai? Vous avez un certificat de mariage dans la maison. Vous voulez le voir? Ce ne sera pas nécessaire. Morrison se tourna vers le cavalier le plus âgé. On dirait que vous poursuivez une femme mariée. C'est son droit légal. Vous ne pouvez pas la contraindre à vous suivre. Le visage de Thomas Porter s'assombrit. Son beau-père a des droits. Les droits de son mari les remplacent. Elle est majeure, mariée légalement, et vit sur une propriété privée. La voix du shérif était ferme. À moins que vous n'ayez la preuve d'un crime, c'est une affaire domestique, et la loi est du côté de Hartman. Les cavaliers argumentèrent, menacèrent, essayèrent tous les angles. Mais Morrison tint bon, et finalement, ils n'eurent d'autre choix que de partir. Quand ils furent partis, Caleb invita le shérif à l'intérieur. Lydia servit le café avec des mains qui ne tremblaient que légèrement. Morrison l'étudia par-dessus sa tasse. « C'est vous la femme qu'ils cherchent? » Lydia croisa son regard. « J'étais Lydia Mercer. Je ne le suis plus. Ils disent que vous avez volé de l'argent à votre beau-père. J'ai pris ce dont j'avais besoin pour survivre. » Sa voix ne trembla pas. Il m'a enfermé dans ma chambre, a essayé de me forcer à épouser un homme de 2 fois mon âge. J'ai pris assez d'argent pour m'enfuir. C'est tout. Le shérif resta silencieux un long moment, puis il se tourna vers Caleb. Vous savez dans quoi vous vous engagez? Oui. Il pourrait revenir. Les hommes comme ça n'abandonnent pas facilement. Alors, ils continueront à recevoir la même réponse. Morrison hocha lentement la tête. Très bien alors. En ce qui me concerne, Madame Hartman est exactement qui elle prétend être. Votre épouse légitime, vivant sur vos terres. S'ils essaient autre chose, faites-le moi savoir. Quand le shérif partit, Lydia s'affaissa contre la table. Il aurait pu m'arrêter. C'est un homme, bon, juste. Caleb versa du café frais, et il sait à quoi ressemblent des mariages forcés. Sa sœur a vécu quelque chose de similaire. Tout le monde ici semble avoir une histoire. C'est parce que la frontière n'attire pas les gens avec un passé facile. Il lui tendit le café. Nous fuyons tous quelque chose, Lydia. La question était de savoir si nous courons vers quelque chose de mieux. Elle le regarda. Cet homme qui lui avait offert l'honnêteté au lieu de promesse, la protection au lieu de la possession, un partenariat au lieu de jolis mensonges. « Le faisons-nous? » demanda-t-elle doucement. « Courons-nous vers quelque chose de mieux? » Caleb considéra la question avec le même sérieux qu'il accordait à tout. « Demandez-moi au printemps. » Et malgré tout, la peur, l'incertitude, l'étrangeté de cette vie dans laquelle elle était tombée, Lydia sourit. Le printemps arriva au Wyoming avec de la boue, du chaos
et plus de travail que Lydia n'aurait pu l'imaginer. Les vélages commencent la semaine prochaine, dit Caleb un matin de mars au petit déjeuner. Vous devez être prête. Lydia leva les yeux des biscuits qu'elle avait enfin appris à faire correctement. Prête? Comment? Debout toute la nuit parfois. Du sang, des naissances, la mort. Ce n'est ni joli ni facile. Il croisa son regard. Certaines vaches ne s'en sortiront pas. Certains veaux non plus. Vous devez être capable de gérer ça. Je peux le gérer. On verra. La première naissance eut lieu 3 nuits plus tard. Lydia se réveilla alors que Caleb lui secouait l'épaule, son visage sombre à la lueur de la lampe. Elle a des problèmes. J'ai besoin de vos mains. Elle s'habilla rapidement et le suivit jusqu'à la grange. La jeune vache était couchée sur le côté, haletante, les yeux révulsés par la panique. Caleb s'agenouilla à côté d'elle, examinant déjà la situation. Le veau se présente par le siège. Je dois le retourner, mais mes mains sont trop grosses. C'est vous qui devrez le faire. L'estomac de Lydia se souleva. Je ne sais pas comment faire. Je vous guiderai, mais Lydia, il la regarda fixement. Si vous ne pouvez pas le faire, dites-le moi maintenant. Cette génisse mourra si nous attendons. Elle pensa à fuir, à dire non, à prouver qu'elle était toujours la fille de la ville aux mains douces qui avait frappé à sa porte il y a 4 mois. Puis elle s'agenouilla dans la paille et retroussa ses manches. Dites-moi quoi faire. Les instructions de Caleb étaient claires, calmes, précises. Lydia surmonta sa révulsion, sa peur, et suivit chaque mot. Ses mains trouvèrent en des pattes du veau, sentirent l'angle impossible, et travaillèrent à le déplacer, tandis que la génisse beuglait et se débattait. Doucement, murmura Caleb. À la vache ou à Lydia, elle ne pouvait le dire. C'est ça. Vous y êtes presque. Encore un peu. Le veau se déplaça. Soudain, tout alla très vite. La naissance, le désordre, la créature humide et luttant qui glissait dans la paille. La génisse se releva et commença immédiatement à lécher son petit pour le nettoyer. Lydia s'assit sur ses talons, couverte de sang, de fluide et d'épuisement, et se mit à rire. Caleb lui tendit un chiffon. « Vous avez bien travaillé. Je suis dégoûtante. Vous leur avez sauvé la vie. » Il l'aida à se relever. « Ce n'est pas dégoûtant, c'est le métier d'éleveur. » Elle regarda ses mains sales, le veau nouveau-né qui luttait pour se tenir debout, et Caleb qui la regardait avec quelque chose de nouveau dans les yeux. Du respect, peut-être, ou de la reconnaissance. « Demandez-moi encore, dit-elle. Vous demandez quoi, si je regrette d'avoir dit oui? » Caleb resta silencieux un moment. « Alors, le regrettez-vous? » « Non. » Le mot sortit féroce, certain. Pas une seconde. Il hocha la tête une fois, et quelque chose s'installa entre eux qui n'avait rien à voir avec leur arrangement pratique, et tout à voir avec une confiance méritée. La saison des vélages apporta 12 naissances de plus, 2 pertes, et un épuisement profond que Lydia apprit à surmonter. Elle travaillait aux côtés de Caleb de l'aube à minuit, apprenant à lire les vaches, à repérer les problèmes, à agir vite quand les secondes comptaient. « Vous êtes différente, dit Caleb un soir, alors qu'il se lavait après une naissance particulièrement difficile. De quand vous êtes arrivée? » Lydia regarda ses mains calleuses, sa peau hâlée par le soleil, les muscles qu'elle avait développés après des mois de dur labeur. « Je devais l'être. »« Non, vous avez choisi de l'être. » Il s'essuya les mains sur une serviette. « Il y a une différence. » Avant qu'elle ne puisse répondre, on frappa à la porte, fort, avec insistance. Le visage de Caleb se figea. Il attrapa le fusil qu'il gardait toujours à proximité. « Maintenant, restez ici, Caleb. Restez ici. » Il ouvrit la porte, le fusil prêt. Une femme se tenait sur le porche, peut-être 50 ans, bien habillée, avec des yeux durs et une bouche encore plus dure. « Monsieur Hartman. »« Oui, je suis Victoria Mercer, la belle-mère de Lydia. » Elle regarda par-dessus son épaule dans la maison. « Je suis venu parler à ma fille. » Le sang de Lydia se glaça. Elle s'avança avant que Caleb ne puisse l'arrêter. « Je ne suis pas votre fille. Je ne l'ai jamais été. » Le sourire de Victoria était froid, toujours aussi dramatique à ce que je vois. « Puis-je entrer, ou devons-nous discuter des affaires de famille sur le porche pour que tous vos voisins entendent? » Caleb s'écarta, mais le fusil ne s'éloigna pas beaucoup de sa main. Victoria entra comme si elle était chez elle, inspectant la pièce simple avec un dédain à peine dissimulé. « Alors, c'est ça que vous avez choisi, un éleveur misérable et sa masure. »« Allez droit au but, » dit Caleb sèchement. Victoria se tourna vers Lydia. « Votre beau-père est prêt à pardonner cet embarras.
Marcus Whitmore a accepté de passer sur votre comportement si vous revenez d'ici une semaine. Le mariage pourra avoir lieu comme prévu. Non, ne soyez pas idiote, mon enfant. Vous jouez à la femme d'éleveur, mais nous savons toutes les deux que vous n'êtes pas faite pour cette vie. Combien de temps avant que vous ne réalisiez ce que vous avez jeté? Lydia sentit Caleb se tendre à côté d'elle, mais elle garda une voix calme. J'ai jeté une cage, j'ai trouvé un partenariat. Il n'y a rien à pardonner et aucune raison de revenir. Un partenariat, Victoria rit. Vous pensez que cet homme vous a épousé pour un partenariat? S'il vous plaît, il avait besoin d'une cuisinière et d'une poulinière. Au moins, Marcus vous aurait gardé dans le confort. Ça suffit. La voix de Caleb était tranchante comme une lame. Vous avez dit ce que vous aviez à dire. Maintenant, partez. Je n'ai pas fini. Si vous avez fini. Il se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Lydia a fait son choix. C'est légal et officiel. Vous n'avez aucun droit sur elle. Le visage de Victoria rougit de colère. Ce n'est pas fini. Son beau-père a des ressources que vous ne pouvez pas imaginer. Il vous rendra la vie infernale jusqu'à ce qu'elle revienne à la raison. Il peut essayer. La voix de Caleb était calme, dangereuse. Mais chaque tentative sera documentée. Chaque menace enregistrée, chaque harcèlement signalé au shérif Morrison. Et si le moindre mal arrive à ma femme ou à ma propriété, je m'assurerai que votre mari soit poursuivi. Maintenant, quittez mes terres. Victoria le fixa, clairement peu habituée à être congédiée. Puis elle se tourna vers Lydia une dernière fois. Quand ce fantasme s'effondrera, et il s'effondrera, n'attendez aucune pitié de notre part. Vous avez fait votre choix. Oui, je l'ai fait. La voix de Lydia ne trembla pas. Et je le referai. Après le départ de Victoria, le silence dans la maison semblait lourd. Caleb vérifia les fenêtres, ferma les portes, puis posa enfin le fusil. Elle dira à votre beau-père que vous ne reviendrez pas. Je sais. Les choses pourraient empirer avant de s'améliorer. Je le sais aussi. Lydia s'assit à table, ses mains tremblant maintenant que la confrontation était terminée. Caleb, ce qu'elle a dit sur le fait que vous aviez besoin d'une cuisinière et d'une... Je sais ce dont j'ai besoin. Je vous l'ai dit depuis le début. Il s'assit en face d'elle. Mais Lydia, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Ce que nous avons, ce partenariat, c'est réel. Pas parce que je l'ai dit, mais parce que vous l'avez mérité. Chaque jour, chaque naissance, chaque repas, chaque choix de rester quand vous auriez pu fuir. C'est ça qui est réel. Les mots firent craquer quelque chose dans sa poitrine. Elle a appelé ça un fantasme. Les gens qui n'ont jamais rien construit à partir de rien pensent toujours que c'est trop beau pour être vrai. Il tendit la main sur la table et pour la première fois depuis leur mariage, il prit la sienne. C'est du travail. Un travail dur et honnête. Il n'y a rien de fantaisiste là-dedans. Sa main était rude, chaude, solide. Lydia s'y accrocha comme à une ancre. Merci. Pourquoi? Pour m'avoir vu. Pas celle que j'étais censé être, mais celle que je suis vraiment. La prise de Caleb se resserra légèrement. Pareil pour vous. Le moment s'étira entre eux, fragile et nouveau. Puis Caleb relâcha sa main et se leva. Une tempête arrive, nous devons vérifier le troupeau avant qu'elle n'éclate. Ils partirent ensemble, Lydia sur la jument que Caleb entraînait avec elle depuis des mois. Elle avait appris à monter correctement maintenant, pas cette absurde monte en Amazone qu'elle avait connue dans l'Est, mais une vraie monte qui lui permettait de suivre le rythme de Caleb sur le terrain accidenté. Le bétail était dispersé dans le pâturage supérieur. Ils travaillèrent en tandem pour le déplacer vers des terres plus basses, anticipant les mouvements de l'autre sans avoir besoin de mots. C'était comme une danse qu'ils avaient apprise sans s'en rendre compte. Chaque pas coordonné par des mois de travail partagé. « Vous êtes devenu doué pour ça », cria Caleb à distance. « J'ai eu un bon professeur. Un professeur n'est bon que si l'élève est prêt à apprendre. » Ils finirent de déplacer le troupeau juste au moment où les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber. Le temps qu'ils atteignent la grange, la pluie tombait à verse, transformant la cour en boue. À l'intérieur de la grange, ils travaillèrent ensemble pour calmer les chevaux, vérifier les nouveaux veaux, s'assurer que tout était en sécurité. La pluie martelait le toit et Lydia réalisa. Elle n'avait pas peur, ni de la tempête, ni des menaces de Victoria, ni de l'incertitude à venir. « À quoi souriez-vous » demanda Caleb. « Je suis heureuse. » L'aveu l'a surpris. « Je ne pensais pas que je redirais ça un jour, mais je le suis. »
Caleb l'étudia dans la pénombre. Tant mieux. Vous méritez de l'être. Vous aussi. Quelque chose changea dans son expression. Lydia, un fracas à l'extérieur le coupa. Ils se figèrent tous les deux. Restez ici. Caleb attrapa une fourche et se dirigea vers la porte de la grange. Pas question. Lydia ramassa une pelle et le suivit. Ils trouvèrent rapidement la source du bruit. Une section de la clôture s'était effondrée dans la tempête et 3 vaches s'étaient échappées par la brèche en direction de la route. Caleb jura et tendit la fourche à Lydia. « Aidez-moi à les faire revenir. S'ils atteignent la route par ce temps, il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Ils travaillèrent sous la pluie battante, en chanson de la banane, repoussant le bétail têtu vers le pâturage tandis que le vent essayait de les faire tomber. La boue aspirait leurs bottes. La foudre zébrait le ciel. Une des vaches paniqua et s'emballa. Lydia courut après elle sans réfléchir, ses bottes glissant dans la boue. Elle la devança, agita les bras, cria jusqu'à ce que sa voix devienne rauque. La vache se retourna, fonçant vers les autres. Caleb lui attrapa le bras alors qu'elle trébuchait. « Vous essayez de vous faire tuer? J'essaye de sauver vos bêtes. Nos bêtes! » Les mots sortirent durs, forts par-dessus la tempête. « Elles sont à nous, Lydia. Tout cet endroit, c'est à nous. Alors, ne prenez pas de risques stupides avec la vie de ma partenaire. » Elle le fixa, la pluie ruisselant sur son visage. « Votre partenaire? » Oui. Il la redressa. « Maintenant, aidez-moi à réparer cette clôture avant que nous ne perdions tout le troupeau. » Ils travaillèrent pendant 2 heures dans la tempête, consolidant la clôture avec tout ce qu'ils pouvaient trouver, mettant le bétail en sécurité. Le temps qu'ils retournent à la maison, ils étaient tous les deux trempés, épuisés, couverts de boue. Les dents de Lydia claquaient alors qu'elle enlevait son manteau mouillé. Caleb raviva le feu, puis lui apporta une couverture. « Allez vous changer. Je vais faire du café. » Elle voulut protester qu'elle pouvait aider, mais ses mains tremblaient trop fort. Elle enfila des vêtements secs et revint trouver Caleb en train de faire de même. Tous deux attirés par le feu comme des papillons de nuit. Le café était horrible, trop fort, légèrement brûlé, mais il était chaud et ils le burent quand même. « Vous m'avez appelé votre partenaire, » dit finalement Lydia. Caleb fixa sa tasse. « C'est ce que vous êtes. Vous avez dit nos bêtes, notre endroit. C'est le cas. » Caleb, elle attendit qu'il la regarde. « Quand nous nous sommes mariés, vous avez dit que c'était un arrangement commercial que vous ne pouviez pas promettre. Je sais ce que j'ai dit. Est-ce que ça a changé? » Le silence s'étira. Le feu crépitait. Dehors, la tempête faisait rage. « Je ne sais pas, » dit finalement Caleb. « Je ne sais plus ce que c'est, mais je sais que ce n'est plus seulement une affaire. Pas quand j'aurai affronté ce bétail seul avant votre arrivée. Et maintenant, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était vous glissant dans cette boue et vous brisant le cou. » Il posa sa tasse. « Je sais que je dors mieux en vous sachant au bout du couloir. Je sais que votre café est meilleur que le mien et que vos biscuits sont meilleurs que ceux que ma mère faisait. Je sais que lorsque vous riez d'une bêtise que fait l'un des vôtres, cet endroit semble moins vide. » Lydia ne pouvait plus respirer. « Caleb, je ne suis pas doué pour les jolis mots, Lydia. Je ne peux vous promettre ni romance, ni poésie, ni rien de tout ça. Mais je peux vous promettre ceci. Vous n'êtes plus seulement ma femme sur le papier. Vous êtes ma partenaire en vérité. Et si c'est tout ce que nous aurons jamais, je m'estimerai chanceux. » Elle traversa l'espace qui les séparait et l'embrassa. Ce n'était pas romantique. Leurs lèvres étaient gercées par le froid. Ils avaient tous les deux le goût d'un café horrible, et ils étaient épuisés jusqu'à la moelle. Mais c'était réel, honnête à eux. Quand ils se séparèrent, les yeux de Caleb étaient grands ouverts. Ce n'était pas... Je ne m'attendais pas, moi non plus. Le cœur de Lydia battait la chamade. Mais je suis fatigué de prétendre que c'est juste pratique. Je suis fatigué des chambres séparées, de la distance prudente et de faire comme si nous étions des partenaires commerciaux alors que nous sommes bien plus que ça. Lydia, vous n'êtes pas obligée. Je le veux. » Elle prit sa main. « Et vous? » La réponse de Caleb fut de l'embrasser à nouveau, plus profondément cette fois, la serrant contre lui avec une douceur féroce qui fit faiblir ses genoux. Quand ils se séparèrent enfin, il appuya son front contre le sien. « Je n'ai jamais pensé retrouver ça. Après mes parents,
Je pensais que ce genre de partenariat était mort avec eux. Peut-être, mais nous construisons notre propre version. Oui, il recula pour la regarder. C'est ce que nous faisons. Ils restèrent assis près du feu jusqu'à ce que la tempête passe, se tenant de la main comme des adolescents, parlant de tout et de rien. Les murs qu'ils avaient tous deux soigneusement entretenus s'effondraient et aucun d'eux ne semblait enclin à les reconstruire. Quand Lydia se dirigea enfin vers sa chambre, Caleb lui attrapa la main. « Vous n'êtes plus obligé de dormir seul si vous ne le voulez pas. » Son cœur s'arrêta. « Vous êtes sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. » Elle le suivit dans sa chambre, leur chambre maintenant, et ils s'allongèrent dans le noir, tout habillés, se tenant simplement l'un contre l'autre. C'était la chose la plus intime que Lydia ait jamais vécue. « Merci, murmura-t-elle. « Pourquoi? Pour être exactement qui vous êtes. » Les bras de Caleb se resserrèrent autour d'elle. « Merci d'avoir choisi de rester. Je vous choisirai toujours. » Les mots restèrent suspendus dans l'obscurité. Une promesse qu'aucun des deux n'avait prévue, mais que tous deux pensaient de tout leur être. Le matin ramena la réalité avec vengeance. Caleb fut réveillé par des coups à la porte et des voix criant son nom. Il fut debout et armé avant que Lydia ne réalise pleinement ce qui se passait. « Restez ici. » Il se déplaçait déjà. « Caleb, s'il vous plaît, restez ici. » Elle l'entendit ouvrir la porte d'entrée, entendit des voix en colère, entendit les réponses calmes de Caleb percer le chaos, puis la voix du shérif Morrison essayant de rétablir l'ordre. Lydia s'habilla rapidement et arriva en haut des escaliers. Elle pouvait maintenant voir dans la pièce principale. Caleb faisait face à 3 hommes qu'elle ne reconnaissait pas. Morrison se tenait entre eux, l'air frustré. « Aucune preuve de crime, » disait Morrison. « Et puis quoi encore? » L'homme le plus grand pointa Caleb du doigt. « Il héberge une voleuse. Ma belle-fille a volé de l'argent et des biens. Votre belle-fille est légalement mariée et vit sur une propriété privée. Morrison, je n'ai pas besoin d'un mandat pour récupérer mes propres biens. Vous ne récupérerez rien. » La voix de Caleb était plate. « Ma femme reste ici. » Fin de la discussion. C'est alors que Lydia le vit. L'éclair de métal dans la main de l'homme le plus grand. Son beau-père sortait un pistolet. Non. Elle dévala les escaliers sans réfléchir. « Ne faites pas ça. » Tout se passa en même temps. Son beau-père se tourna vers sa voix. Caleb se déplaça pour l'intercepter. Morrison attrapa sa propre arme et Thomas Porter, debout dans l'embrasure de la porte, leva un fusil visant directement le dos de Caleb. Mais la balle toucha le plafond. Morrison avait relevé le fusil de Porter juste au moment où il tirait. Et maintenant, le shérif avait l'homme face contre terre, un genou dans le dos, lui arrachant l'arme. « Tentative de meurtre » cria Morrison. « J'ai 3 témoins. » Le beau-père de Lydia devint blanc. « Thomas, espèce d'idiot. Tout le monde à terre, maintenant. » La voix de Morrison claqua comme un fouet. Les hommes hésitèrent. « J'ai dit maintenant ou je commence à riposter. » Ils se laissèrent tomber. Caleb se déplaça rapidement, ramassant les armes tandis que Morrison gardait son pistolet pointé sur le groupe. Lydia resta figée dans les escaliers, son cœur essayant de briser ses côtes. « Ça va? » Les yeux de Caleb trouvèrent les siens. Elle hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. « Madame Hartman, j'ai besoin que vous alliez en ville, » dit Morrison, sans quitter les hommes des yeux. « Allez chercher le shérif adjoint Collins. Dites-lui d'apporter des chaînes. Je ne quitte pas Caleb. Lydia, allez-y. » La voix de Caleb était douce mais ferme. « Nous avons besoin du shérif adjoint. Je m'en sortirai. » Elle courut. Le trajet jusqu'à la ville fut un flou. Ses mains tremblaient sur les rênes. Les sabots de la jument martelaient le sol. Son esprit rejouait ce moment où elle avait vu le fusil pointé sur le dos de Caleb. Elle avait failli le perdre. Avant même qu'il n'ait vraiment commencé, elle avait failli le perdre. Le shérif adjoint Collins revint avec elle, accompagné de 2 autres hommes de la ville. Le temps qu'ils reviennent, Morrison avait aligné les 4 hommes contre le mur, les mains liées avec une corde de la grange de Caleb. Le visage de son beau-père était violet de rage. « C'est une détention illégale. Je vous ferai retirer votre insigne. Vous aurez une cellule. » Morrison fit un signe de tête à Collins. « Tentative de meurtre, menace sur un mariage légal, violation de propriété avec arme, complot en vue d'un enlèvement. Ça vous suffit comme chef d'accusation, Monsieur Mercer? Enlèvement, c'est ma fille, belle-fille, et elle est majeure, légalement mariée,
et a clairement fait savoir qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec vous. La voix de Morrison était de glace. Vous avez amené des hommes armés sur une propriété privée avec l'intention d'enlever une femme de force contre sa volonté. C'est un enlèvement, à mon avis. Thomas Porter se débattit contre ses liens. Marcus Whitmore vous enterrera pour ça, shérif. Il a des relations. Alors qu'il essaye. Morrison tira Porter sur ses pieds. En route, ils emmenèrent les hommes. Caleb resta dans l'embrasure de la porte jusqu'à ce que les cavaliers disparaissent, puis baissa enfin son fusil. Ses mains tremblaient. Lydia s'approcha de lui. « Caleb, je vais bien. »« Non, vous n'allez pas bien. » Elle prit le fusil de ses mains et le posa. « Moi non plus. » Il la serra alors contre lui, si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Quand j'ai vu qu'il sortait ce pistolet, quand j'ai réalisé que Porter avait un fusil sur moi, je sais. Si Morrison n'avait pas été plus rapide, mais il l'a été. Elle recula pour le regarder. Nous sommes en sécurité. Nous sommes tous les deux en sécurité. Pour l'instant, la mâchoire de Caleb était serrée. Mais Lydia, ce n'est pas fini. Whitmore a de l'argent, de l'influence. S'il vous veut vraiment, qu'il essaye. Elle le dit avec plus de courage qu'elle n'en ressentait. Je ne vais nulle part. Le procès arriva plus vite que prévu. Marcus Whitmore avait en effet des relations. Mais le shérif Morrison avait quelque chose de mieux. 4 témoins, une accusation de tentative de meurtre, et un juge qui avait perdu sa propre fille dans un mariage forcé 20 ans plus tôt. Le juge Harrison écouta les témoignages avec un visage taillé dans le granit. Quand Lydia prit la barre, elle raconta tout. La chambre fermée à clé, les menaces, les fiançailles forcées, la fuite. L'avocat de son beau-père essaya de la dépeindre comme une enfant rebelle, une voleuse, une menteuse. « Madame Hartman, » ricana l'avocat, « n'est-il pas vrai que vous avez épousé Monsieur Hartman par pure convenance? Que ce soi-disant mariage n'est qu'une fiction juridique? » Caleb se leva avant que Lydia ne puisse l'arrêter. « C'est un mensonge. » Le juge Harrison frappa de son marteau. « Monsieur Hartman, asseyez-vous. »« Non, votre honneur. » La voix de Caleb résonna dans la salle d'audience. « Je ne resterai pas assis ici à laisser quiconque qualifier mon mariage de fiction. Ma femme est ma partenaire dans tous les sens du terme. Elle travaille ma terre, s'occupe de mon bétail et construit une vie à mes côtés à partir de rien. C'est plus réel que n'importe quel mariage fastueux avec des promesses vides. Monsieur Hartman, je l'aime. » Les mots résonnèrent, clairs et absolus. « Et je ne laisserai pas ces hommes me l'enlever. » La salle d'audience devint silencieuse. Lydia ne pouvait plus respirer. Caleb croisa son regard à travers la salle, et tout le reste disparut. Le juge Harrison s'éclaircit la gorge. Cela suffit. « Monsieur Hartman, vous aurez l'occasion de témoigner. » Il se tourna vers le jury. « La question qui vous est posée est simple. Ces hommes ont-ils tenté d'enlever de force une femme légalement mariée de son domicile en utilisant des menaces et des armes? » La loi est claire à ce sujet. Le jury délibéra pendant 30 minutes. Ils déclarèrent les 4 hommes coupables. Son beau-père écopa de 6 mois pour complot et menaces. Thomas Porter prit 2 ans pour tentative de meurtre. Les 2 autres hommes eurent des peines plus légères. Marcus Whitmore, qui n'était pas présent mais avait financé l'opération, fit face à des poursuites civiles qui l'occuperaient devant les tribunaux pendant des années. À l'extérieur du palais de justice, Lydia se laissa enfin trembler. Caleb enroula son manteau autour de ses épaules. « Vous avez dit que vous m'aimiez. » « Oui, devant tout le monde. Ça semblait être le bon moment. » Il étudia son visage. « Ai-je eu tort? Non. » Elle attrapa sa chemise et le tira vers elle pour l'embrasser, là, en pleine rue principale, avec la moitié de la ville qui regardait. « Vous avez eu parfaitement raison. » Quelqu'un siffla. Quelqu'un d'autre rit. Les oreilles de Caleb devinrent rouges, mais il l'embrassa en retour quand même. « Rentrons à la maison, » murmura-t-il contre ses lèvres. « La maison. » Le mot n'avait jamais sonné aussi bien. Mais la maison apporta de nouveaux problèmes. 2 jours après le procès, Lydia trouva Caleb dans la grange, fixant une pile de papier avec un visage d'orage. Qu'est-ce qui ne va pas? Une lettre de la banque, il la lui tendit. Votre beau-père a déposé une hypothèque sur le ranch avant d'être arrêté. Il prétend que je lui dois l'argent que vous avez volé, plus des dommages et intérêts pour avoir pris sa fille. Lydia lut le jargon juridique, son estomac se nouant. Peut-il faire ça? Son avocat le pense. Ils exigent 3 000 $, sinon ils forceront la vente de la propriété.
3 000? Caleb, c'est tout. Le ranch, le bétail, tout. Il s'assit sur une botte de foin. Je n'ai pas ce genre d'argent. Personne ici n'en a. Alors nous nous battrons. Nous prendrons un avocat. Avec quoi? Les frais de justice nous ruineraient tout aussi vite. Il la regarda et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontrée, elle vit une véritable défaite dans ses yeux. Peut-être que vous devriez partir. Allez quelque part où il ne pourra pas vous trouver. Au moins, l'hypothèque? Non. Le mot sortit, féroce. Je ne vous quitte pas. Nous trouverons un autre moyen. Lydia, j'ai dit non. Elle s'agenouilla devant lui. Vous vous êtes levé dans cette salle d'audience et avez dit à tout le monde que vous m'aimiez. Vous pensez que je vais abandonner ça? Vous abandonnez? Abandonner tout ce que nous avons construit? Nous le perdrons de toute façon si nous ne pouvons pas payer. Alors nous le perdrons ensemble. Elle prit ses mains. Mais nous n'abandonnons pas encore. Il doit y avoir quelque chose. Une voix depuis la porte de la grange les interrompit. Il y a peut-être quelque chose. Ils se tournèrent toutes les deux. Un homme se tenait à l'entrée, bien habillé, peut-être 60 ans, avec des yeux bienveillants et un sourire doux. Il semblait familier, mais Lydia ne parvenait pas à le situer. Pardonnez l'intrusion. Je suis Henry Matthews, le frère du pasteur Matthews. Caleb se leva. Monsieur Matthews, qu'est-ce qui vous amène ici? Une proposition. Henry entra. J'ai suivi votre situation. Le procès a fait grand bruit et mon frère dit le plus grand bien de vous deux. C'est gentil, mais je possède la terre adjacente à la vôtre. 2000 acres, de bons pâturages, un accès à l'eau. Je deviens trop vieux pour la gérer correctement et je n'ai pas d'enfants à qui la transmettre. Il les regarda tour à tour. Je voudrais vous proposer un marché. Le cœur de Lydia se mit à battre. Quel genre de marché? Je vous prêterai les 3 000 $ pour régler l'hypothèque. En échange, vous gérez ma terre avec la vôtre et à ma mort, la propriété vous sera transférée. Tout est légal, tout est officiel. Caleb secoua la tête. Monsieur Matthews, c'est trop généreux. C'est pratique. Ma terre a besoin de quelqu'un qui en prendra soin comme vos parents ont pris soin de cet endroit. Je vous ai vu travailler, Caleb. J'ai vu comment vous et votre femme avez construit quelque chose de réel ici. C'est ce que je veux pour ma terre après mon départ. Mais 3 000 $, c'est un investissement dans l'avenir. De plus, ce n'est pas un cadeau. Vous gagnerez chaque centime en gérant mon troupeau, en entretenant mes clôtures, en faisant tourner la propriété. Henry sortit un contrat. J'ai demandé à mon avocat de le rédiger. Lisez-le, réfléchissez-y. Mais sachez ceci, je ne fais pas cette offre par pitié. Je la fais parce que vous deux me rappelez ce que le mariage devrait être, ce que le partenariat devrait être. Lydia lut le contrat avec des mains tremblantes. C'était exactement comme Henry l'avait décrit. Juste, clair, contraignant, presque trop beau pour être vrai. Pourquoi nous? Demanda-t-elle. Vous pourriez engager un contremaître, garder le contrôle de votre terre. Parce que je vous ai vu dans cette salle d'audience. La voix d'Henry était douce. J'ai vu une femme qui avait fui une sorte de cage et trouvé la liberté dans un travail honnête et un amour honnête. J'ai vu un homme prêt à tout risquer pour protéger sa femme. C'est le genre de personne que je veux pour gérer mon héritage. Caleb regarda Lydia. Elle hocha la tête. Nous acceptons, dit Caleb. Et merci. Remerciez-moi en faisant prospérer cette terre. Henry tendit le contrat. Maintenant, allons nous occuper de cette banque. Le visage du directeur de la banque quand ils entrèrent avec Henry Matthews volait chaque instant de peur. Henry posa 3 000 $ sur le bureau en billets neufs. Ceci couvre la dette des Hartman plus les intérêts. J'aurais besoin d'un reçu et d'une main levée complète de l'hypothèque. Monsieur Matthews, je ne savais pas. Alors vous auriez dû demander avant de déposer des réclamations frauduleuses. La voix d'Henry devint froide. Mon avocat examinera toute cette situation. Si nous trouvons des preuves de collusion entre la banque et Marcus Whitmore, il y aura des conséquences. L'hypothèque fut levée en moins d'1 heure. En sortant de la banque, Lydia eut l'impression de pouvoir respirer pour la première fois depuis des mois. Le ranch était en sécurité. Ils étaient en sécurité. Et ils avaient un avenir qui s'étendait au-delà de la simple survie. Nous devons fêter ça, dit-elle. Caleb haussa un sourcil. Fêter ça comment? Dansez avec moi, Lydia. Je ne danse pas. Dansez avec moi, Caleb Hartman. Ici, maintenant. Il n'y avait pas de musique, juste le son du vent,
le chant lointain des oiseaux et les battements de son cœur. Mais Caleb la prit quand même dans ses bras, et ils se balancèrent ensemble au milieu de la rue principale, tandis que les gens regardaient, chuchotaient et souriaient. Je vous aime vraiment, murmura-t-il. Au cas où ce ne serait pas clair, je vous aime aussi. Elle posa sa tête contre sa poitrine. Merci de vous être battu pour moi. Je le ferai toujours. Ils retournèrent au ranch dans un silence confortable, leurs mains liées entre leurs chevaux. L'avenir semblait grand ouvert maintenant, plein de possibilités au lieu de menaces. Mais les possibilités apportaient leurs propres défis. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient couchés ensemble, Caleb traçait des motifs sur son bras. La terre d'Henry signifie 2 fois plus de travail. Nous aurons besoin d'aide cet été. Nous embaucherons quelqu'un. Et plus de bétail signifie plus de risques. Un mauvais hiver pourrait nous anéantir. Alors nous serons prudents, nous planifierons mieux, nous économiserons plus. Elle se tourna pour lui faire face. Caleb, Caleb, qu'est-ce qui vous tracasse vraiment? Il resta silencieux si longtemps qu'elle pensa qu'il ne répondrait pas. Puis, j'ai peur de vous décevoir, que je perde tout d'une manière ou d'une autre, et que vous réalisiez que vous avez choisi le mauvais homme. Regardez-moi. Elle attendit que ses yeux rencontrent les siens. Je ne vous ai pas choisi pour votre terre, votre bétail ou votre argent. Je vous ai choisi parce que vous êtes honnête, parce que vous me voyez comme une partenaire, pas comme une propriété. Parce que quand je suis avec vous, je ne fuis plus. Je suis à la maison. Lydia. Et si nous perdions tout demain, je vous choisirai encore, à chaque fois, chaque jour, pour le reste de ma vie. Il l'embrassa alors, profondément, désespérément, et elle mit tout ce qu'elle avait dans ce baiser en retour. Tout son amour, toute sa confiance, toute sa certitude absolue que c'était là sa place. Plus tard, allongée dans l'obscurité, la voix de Caleb se fit douce. Ma mère disait que le véritable amour ne se mesure pas aux jours faciles. Il se mesure à qui se tient à vos côtés quand tout s'effondre. Elle semble sage. Elle l'était. Son bras se resserra autour d'elle. Elle vous aurait aimé. Elle aurait dit que vous aviez une volonté de faire. Qu'aurait dit votre père? Que j'avais de la chance, que je ferais mieux de ne pas tout gâcher. Caleb rit doucement. Il était très à cheval sur le fait de ne pas gâcher les choses. Est-ce que vous gâchez les choses? J'essaie de ne pas le faire. Il se tourna pour la regarder. Est-ce que je le fais? Non. Elle l'embrassa doucement. Vous faites tout exactement comme il faut. Le matin ramena Henry Matthews avec son contremaître, un homme bourru nommé Dutch, qui connaissait le bétail comme la plupart des gens connaissent leur propre nom. Ils passèrent la journée à parcourir la propriété combinée, à faire des plans, à discuter de stratégie. L'eau est bonne ici, dit Dutch, en montrant un ruisseau qui traversait la terre d'Henry. On pourrait faire paître ici en été et les déplacer vers votre pâturage inférieur en hiver. Caleb hocha la tête, le voyant déjà. Et si nous renforçons cette ligne de clôture, nous pourrions faire une rotation des pâturages, garder la terre saine et le bétail gras. Lydia écoutait leur plan, apportant ses propres observations après des mois d'apprentissage de la terre. Dutch haussa les sourcils la première fois qu'elle parla, mais après cela, il adressa ses commentaires à eux deux de manière égale. « Votre femme connaît son affaire, dit-il plus tard à Caleb. Oui, peu de femmes d'ici peuvent en lire la terre comme ça. Lydia n'est pas comme la plupart des femmes, homme chanceux. Ne m'en parlez pas. Cette nuit-là, épuisés par la chevauchée et la planification, ils s'assirent sur le porche, regardant le coucher de soleil peindre le ciel d'orange et de rose. « Vous pensez qu'on peut le faire? » demanda Lydia. « Gérer toute cette terre avec l'aide de Dutch? »« Oui, on peut le faire. » Caleb prit sa main. « Ce ne sera pas facile. Rien de ce qui en vaut la peine ne l'est jamais. »« C'est bien vrai. » Il resta silencieux un moment. « Vous êtes heureuse, Lydia? » Elle réfléchit à la question. Y réfléchit vraiment. 6 mois plus tôt, elle était enfermée dans une chambre, terrifiée, désespérée. Maintenant, elle était assise sur son propre porche, tenant la main d'un homme qui l'aimait, planifiant un avenir bâti sur le travail acharné et un partenariat honnête. « Oui, dit-elle, je suis heureuse. Et vous? Plus que je n'aurais jamais cru pouvoir l'être à nouveau. » Il serra sa main. « Vous avez ramené la vie à cet endroit, à moi. Vous m'avez donné la liberté de devenir celle que j'étais censée être. Alors je dirais que nous sommes quittes. » Pas du tout, elle se pencha contre lui.
Je vous dois tout. Vous ne me devez rien. Ce n'est pas comme ça que les partenariats fonctionnent. Alors comment fonctionne-t-il? Comme ça. Deux personnes qui se choisissent chaque jour, quoi qu'il arrive. Il la serra plus fort. C'est tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'aurais jamais besoin. Les étoiles apparurent une par une et ils restèrent assis ensemble dans l'obscurité grandissante, contents dans le silence, en sécurité dans la certitude que quoi que demain apporte, ils y feraient face ensemble. Une semaine plus tard, Victoria Mercer se présenta une dernière fois. Caleb répondit à la porte avec Lydia à ses côtés. Un front uni. Je ne suis pas ici pour causer des problèmes, dit Victoria doucement. Je suis ici pour m'excuser. Lydia cligna des yeux. Quoi? Votre beau-père est en prison. Marcus a rompu les fiançailles. Notre réputation est détruite. Et honnêtement, le sourire de Victoria était amer. C'est ce que nous méritions. Je savais quel genre d'homme était Marcus. Je savais ce que votre beau-père prévoyait. J'aurais pu l'arrêter. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? La question sortit plus dure que Lydia ne l'avait prévu. Lâcheté, cupidité, peur de tout recommencer à mon âge. Victoria la regarda directement. Mais je suis ici maintenant pour vous dire que vous avez eu raison de fuir, raison de choisir cette vie, et je suis désolé de vous avoir jamais fait sentir le contraire. La main de Caleb trouva le dos de Lydia, la soutenant, l'ancrant. Merci, dit finalement Lydia. J'apprécie que vous disiez ça. Je vous ai aussi apporté ceci. Victoria tendit une sacoche en cuir. Les bijoux de votre mère, les pièces qu'elle vous a laissées. Je les ai gardées toutes ces années. Ils auraient dû vous revenir depuis longtemps. Lydia ouvrit la sacoche avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient les perles de sa mère, la bague de sa grand-mère, un médaillon avec des portraits délavés. Des trésors qu'elle pensait avoir perdus pour toujours. Victoria. Considérez cela comme ma pénitence, aussi petite soit-elle. Victoria se tourna pour partir, puis s'arrêta. C'est un homme bon, votre mari. Accrochez-vous à lui. J'ai bien l'intention de le faire. Après le départ de Victoria, Lydia pleura pour sa mère, pour les années perdues, pour la grâce inattendue de ce moment. Caleb la serra dans ses bras pendant tout ce temps, ne posant aucune question, offrant seulement sa présence. « Ça va? » demanda-t-il quand les larmes s'arrêtèrent enfin. « Oui, je suis juste en train de digérer. Prenez votre temps. » Elle regarda les bijoux étalés sur la table. Son passé, son histoire, les parties d'elle-même qu'elle pensait avoir laissées derrière elle pour toujours. « Je veux vendre la plupart d'entre eux, dit-elle. Les sourcils de Caleb se haussèrent. « Vous êtes sûr? Ce ranch, notre ranch, a besoin d'investissement, du nouvel équipement, de meilleures clôtures, peut-être un autre cheval. Ces bijoux sont magnifiques, mais ils ne servent à rien ici. Ma mère voudrait qu'ils soient utilisés pour quelque chose qui compte. Lydia, vous n'êtes pas obligée. Je le veux. C'est mon choix, ma contribution. » Elle prit le médaillon. « Je garderai ça, et peut-être les perles. Mais le reste, transformons-le en quelque chose qui construit notre avenir au lieu de pleurer le passé. » Caleb la serra contre lui. « Vous êtes sûr de vouloir lier votre fortune à la mienne? Je l'ai déjà fait. Ça ne fait que l'officialiser. » Elle l'embrassa. « Nous sommes partenaires, vous vous souvenez? Ensemble jusqu'au bout. »« Jusqu'au bout, » acquiesça-t-il. « Ensemble. » Les bijoux rapportèrent plus d'argent que Lydia ne s'y attendait. Le bijoutier de Cheyenne examina chaque pièce avec un respect attentif avant de faire son offre. 5 000 $ pour tout, sauf le médaillon et les perles. Le souffle de Lydia se coupa. 5 000 $. La bague de votre grand-mère à elle seule en vaut 2. Le reste est de la belle ouvrage. De vraies pierres. Quelqu'un paiera le prix fort pour ces pièces. Il la regarda par-dessus ses lunettes. Vous êtes sûr de vouloir vendre? Les héritages de famille sont difficiles à remplacer. Je construis de nouveaux héritages de famille, dit Lydia fermement. En terre, en bétail et en une vie qui vaut la peine d'être vécue. Le bijoutier sourit. Alors je dirais que votre grand-mère serait fière. Caleb attendait dehors avec le chariot. Quand Lydia lui montra le chèque de banque, il pâlit. 5 000. Lydia. C'est à nous. Pour le ranch, pour notre avenir, elle grimpa à côté de lui. Qu'est-ce qu'on achète en premier? Vous voulez dire qu'est-ce que vous devriez acheter? C'est votre argent. Notre argent. Nous sommes partenaires, vous vous souvenez? Elle l'embrassa sur la joue.
Maintenant, arrêtez de discuter et commencez à planifier. Ils passèrent le trajet de retour à faire des listes, à rêver à voix haute, s'interrompant mutuellement avec de nouvelles idées. Le temps qu'ils atteignent le ranch, ils avaient planifié chaque dollar 2 fois. Du fil de fer pour les clôtures, absolument, dit Caleb. Et nous avons besoin d'un autre cheval de labour. Peut-être des reproducteurs. 2 bons taureaux amélioreraient la qualité du troupeau. Et un vrai poulailler et des graines pour agrandir le jardin? Les graines ne sont pas chères. Nous pouvons nous permettre les deux. Il lui sourit. Je n'aurais jamais pensé avoir cette conversation. Je n'aurais jamais pensé avoir l'argent pour faire de vraies améliorations. Eh bien, maintenant nous l'avons. Alors, faisons en sorte que ça compte. Ils commencèrent par les clôtures. Dutch amena son équipe et ils passèrent 3 semaines à tendre du nouveau fil de fer sur les 2 propriétés, reliant ce qui était séparé en un tout cohérent. Lydia travaillait aux côtés des hommes, apprenant à tendre le fil, à enfoncer les poteaux, à construire des portails qui dureraient des décennies. Votre femme travaille plus dur que la moitié de mon équipe, dit Dutch à Caleb un soir. Ne la laissez pas vous entendre dire la moitié. Elle voudra prouver que c'est toute l'équipe. Dutch rit. C'est juste. Elle a du cran, celle-là. Plus que du cran. Elle a une volonté de faire. Les nouveaux taureaux arrivèrent en juin. Des animaux massifs et puissants qui faisaient paraître le troupeau existant chétif en comparaison. Caleb et Dutch passèrent des heures à les intégrer soigneusement, surveillant les combats, s'assurant que la transition se passait bien. Ces taureaux transformeront la qualité de nos veaux en 2 ans, dit Dutch. Bon investissement. L'investissement de Lydia, corrigea Caleb. C'est elle qui a rendu ça possible. Cette nuit-là, Lydia trouva Caleb assis sur le porche, fixant les pâturages agrandis avec une expression qu'elle ne pouvait pas lire. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va. C'est ça le problème. Il la fit asseoir à côté de lui. Je n'arrête pas d'attendre une catastrophe, que quelque chose tourne mal. C'est comme si je n'arrivais pas à croire que c'est réel. C'est réel. Nous l'avons rendu réel. Vous l'avez rendu réel. Si vous n'étiez pas arrivé à ma porte, si je ne vous avais pas laissé entrer, je serais mort, ou pire. Elle prit sa main. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, Caleb. C'est ce que font les partenaires. Il resta silencieux un long moment. Je veux vous donner quelque chose qui est juste à vous. Vous m'avez tout donné, non. Je vous ai donné du travail, un partenariat et une part dans tout ça. Mais je veux vous donner quelque chose qui n'est qu'à vous, quelque chose que personne ne peut vous enlever. La gorge de Lydia se serra. De quoi parlez-vous? Venez avec moi. Il la conduisit à la grange vers un box qu'elle pensait vide. À l'intérieur se tenait une magnifique jument, gris pommelé, avec des yeux intelligents et une disposition douce. Elle s'appelle Silver. Elle est à vous, pas à nous. À vous. Je l'ai achetée avec l'argent que j'ai économisé en vendant des pots l'hiver dernier. Elle est dressée pour la monte et le travail. Assez douce pour une débutante, mais assez intelligente pour évoluer avec vous. Lydia ne pouvait pas parler. Elle entra lentement dans le bât, laissant la jument renifler sa main, passant ses doigts dans sa crinière douce. Caleb, elle est magnifique. Vous aviez besoin de votre propre cheval, un sur lequel vous pouviez compter, qui n'est qu'à vous. Il s'appuya contre la porte du box. Je sais que tout ce que nous avons est partagé, mais je voulais que vous ayez ça. Quelque chose que je vous ai donné juste parce que je vous aime. Elle se tourna vers lui, les larmes aux yeux. Merci. De rien. Elle l'embrassa là, dans la grange, entourée de l'odeur du foin, des chevaux et de la maison, et pensa qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse de toute sa vie. Puis la sécheresse frappa. Elle commença progressivement, quelques semaines sans pluie, l'herbe passant du vert au brun, puis 1 mois, 2 mois. Le ruisseau qui traversait la terre d'Henry ralentit jusqu'à devenir un filet d'eau, puis s'arrêta complètement. « Nous devons déplacer le bétail, dit Dutch d'un air sombre. Les pointes d'eau ne tiendront pas une semaine de plus à ce rythme. » Ils conduisirent le troupeau combiné vers les pâturages inférieurs, où la terre originelle de Caleb avait encore de l'eau. Cela signifiait entasser des centaines de têtes de bétail dans moins d'espace, en compétition pour des ressources limitées. « Ça ne peut pas se tenir, dit Caleb, en regardant le troupeau s'agiter anxieusement. Pas si la sécheresse continue. Alors prions pour la pluie, dit Lydia. Mais la pluie ne vint pas. En août, ils transportaient de l'eau de la ville en barils, rationnant chaque goutte. Le bétail maigrissait.
L'herbe mourait, et l'argent des bijoux de Lydia s'envolait en eau et en nourriture supplémentaire. Nous allons les perdre, dit Caleb une nuit, la voix vide. Tous. Tout ce que nous avons construit. Nous n'abandonnons pas. La voix de Lydia était féroce. Il doit y avoir un autre moyen. Il n'y en a pas. On ne peut pas faire pleuvoir, Lydia. On ne peut pas. Alors nous vendons une partie du troupeau. Acceptons la perte maintenant avant de tout perdre. Vendre à des prix de sécheresse, on en tirera des miettes, mieux que de les regarder mourir. Elle attrapa ses mains. Caleb, écoutez-moi. Nous gardons les reproducteurs, les meilleures vaches, les taureaux. Assez pour reconstruire quand la pluie reviendra. Nous vendons le reste maintenant, pendant qu'ils ont encore un peu de valeur. Utilisons cet argent pour nourrir ce qui reste. C'est tout votre investissement. Notre investissement, et nous ne le perdons pas. Nous nous adaptons. Elle le força à la regarder. C'est ça, un partenariat. Faire des choix difficiles ensemble, survivre ensemble. Dodge fut d'accord avec le plan de Lydia. Ils trièrent le troupeau sans pitié, ne gardant que les meilleures bêtes. La vente rapporta moins qu'ils ne l'espéraient, mais plus qu'ils ne le craignaient. Assez pour acheter de la nourriture et garder le reste du bétail en vie. 60 têtes restantes sur 200, dit Caleb, en regardant le pâturage épuisé. 6 mois de travail partis en fumée. 60 têtes qui survivront. 60 têtes qui reconstruiront tout quand ce sera fini. Lydia se tenait à côté de lui. Nous ne sommes pas vaincus. Nous sommes stratégiques. Vous parlez comme Dutch. Dutch est intelligent. Nous devrions l'écouter plus souvent. Caleb la serra contre lui. Je vous écoute, vous. C'est tout ce dont j'ai besoin. La sécheresse cessa en septembre avec des orages si violents qu'ils faillirent provoquer des inondations. Caleb et Lydia travaillèrent sans relâche pour protéger le bétail restant, consolider les clôtures, empêcher les animaux de paniquer dans le tonnerre et les éclairs. Là, cria Lydia par-dessus la pluie, la clôture est tombée. Ils coururent ensemble, luttant contre la boue et le vent pour réparer la brèche avant que le bétail ne se disperse. Les mains de Lydia saignaient à cause du fil de fer. L'épaule de Caleb se déboîta quand un poteau se brisa. Mais ils réussirent à réparer, à sécuriser le troupeau, à tout mettre à l'abri. De retour à la maison, trempés et épuisés, ils enlevèrent leurs vêtements mouillés et se blottirent près du feu. « On l'a fait, » dit Lydia. « On a survécu. De justesse. » Caleb examina ses mains ensanglantées. « Vous êtes blessé. Vous aussi, j'ai l'habitude. Eh bien, je m'y habitue. » Elle ne se retira pas pendant qu'il nettoyait et pansait ses paumes. « Caleb, je dois vous dire quelque chose. » Ses mains s'immobilisèrent. « Quoi? Je crois que je suis enceinte. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Le visage de Caleb passa par une douzaine d'émotions. Le choc, la peur, l'espoir, la joie, la terreur, avant de se fixer sur quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. « Vous croyez ou vous savez? J'ai 3 semaines de retard. J'ai été malade tous les matins. Mon corps est différent. » Elle croisa son regard. « Je voulais être sûr avant de dire quoi que ce soit, mais après ce soir, après avoir failli vous perdre dans cette tempête, j'avais besoin que vous le sachiez. »« Un bébé? » Sa voix se brisa. « Nous allons avoir un bébé. Vous êtes heureux? »« Heureux, Lydia. Je suis terrifié. Je suis ravi. Je suis... » Il la prit dans ses bras, faisant attention à ses mains blessées. « Je suis tout à la fois. » Elle rit, pleurant en même temps. « Moi aussi. On ne peut plus vous faire travailler aussi dur. Pas si vous êtes... Je suis enceinte, pas cassée. Les femmes ont des bébés en travaillant dans des ranchs depuis des générations. Pas ma femme. Pas en portant mon enfant. » Sa voix était ferme. « Nous embauchons de l'aide. De la vraie aide. Quelqu'un pour prendre le relais. Caleb, nous ne pouvons pas nous le permettre. Nous trouverons un moyen. Parce que je ne vous mettrai pas en danger, ni ce bébé. » Il recula pour la regarder. « Je suis sérieux, Lydia. Ce n'est pas négociable. » Elle voulut argumenter, voulut prouver qu'elle était assez forte pour tout faire, mais la protection féroce dans ses yeux lui fit réaliser que ce n'était pas une question de sa force. C'était une question de son amour. « D'accord, dit-elle doucement. Nous embaucherons de l'aide. Merci. » Ils restèrent assis près du feu tandis que la tempête faisait rage dehors, planifiant un avenir qui incluait soudainement 3 personnes au lieu de 2. Et Lydia sentit son cœur s'emplir d'un espoir qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Mais l'espoir apporta ses propres complications.
Dutch leur trouva un ouvrier, un jeune homme nommé Jesse, qui avait travaillé avec le bétail au Texas avant de dériver vers le nord. Il était bon avec les animaux, prêt à travailler dur, et assez bon marché pour qu'il puisse se le permettre. Il était aussi charmant, beau et trop intéressé par Lydia pour le confort de Caleb. Votre femme a l'air en forme, patron, dit Jesse un matin en regardant Lydia ramasser des œufs. La grossesse lui va bien. La mâchoire de Caleb se crispa. Concentrez-vous sur le bétail, Jesse. Je faisais juste une observation. Faites-les ailleurs. Jesse sourit et s'éloigna, mais Caleb remarqua comment ses yeux suivaient Lydia quand elle traversait la cour. Comment il était toujours là pour l'aider avec les charges lourdes, offrant une aide dont elle n'avait pas besoin, s'attardant trop longtemps dans la conversation. Il est juste amical, dit Lydia quand Caleb en parla. Il est plus qu'amical. Caleb, êtes-vous jaloux? Oui. L'aveu sortit, dur. Oui, je suis jaloux. Je suis jaloux de chaque homme qui vous regarde parce que je sais ce que j'ai failli perdre. Je sais à quel point j'ai été prêt de ne jamais vous avoir. Lydia s'adoucit. Vous êtes le seul homme que je veux, le seul homme que je voudrais jamais. Je le sais ici. Il toucha sa tête. Mais ici, il toucha son cœur. Je suis toujours l'éleveur misérable qui a eu de la chance quand une belle femme a frappé à sa porte. Non, vous êtes l'homme qui m'a vu comme une partenaire quand tout le monde me voyait comme une propriété. Vous êtes le père de mon enfant. Vous êtes mon mari de toutes les manières qui comptent. Elle prit son visage dans ses mains. Et si vous pensez que j'échangerais ça pour quoi que ce soit ou qui que ce soit, alors vous ne me connaissez pas du tout. Il l'embrassa alors profondément, possessivement, s'assurant que quiconque regardait sache exactement à qui elle appartenait. Mais la tension avec Jesse s'intensifia 2 semaines plus tard. Caleb revint de la vérification de la clôture nord pour trouver Jesse dans la cuisine, assis trop près de Lydia, sa main sur son bras. « Sortez !» La voix de Caleb était calme, mortelle. Jesse se leva lentement. On ne faisait que parler. « Vous touchez ma femme dans ma maison. Sortez !» Caleb, attendez, commença Lydia. Restez en dehors de ça. Les yeux de Caleb ne quittèrent jamais Jesse. Vous avez une chance de sortir par cette porte. Saisissez-la. L'expression de Jesse se durcit. Vous savez quel est votre problème, Hartman? Vous avez quelque chose de bien et vous avez tellement peur de le perdre que vous ne pouvez même pas en profiter. Caleb se déplaça rapidement, attrapant Jesse par la chemise et le plaquant contre le mur. Mon problème, c'est que j'ai un ouvrier qui ne comprend pas les limites. Vous voulez garder votre travail? Gardez vos mains loin de ma femme et vos yeux sur votre travail. Très bien. Jesse le repoussa. Mais vous feriez mieux de faire attention. Les hommes qui serrent trop fort finissent généralement avec rien. Il partit. Caleb resta là, respirant fort, sa main tremblant. Caleb ne... Il leva une main. Ne dites rien. Il me réconfortait. J'étais contrarié à propos du bébé, inquiète de savoir si nous étions prêts, et il était juste gentil. Gentil? Caleb rit amèrement. Lydia, il vous veut. N'importe quel imbécile peut le voir. Mais je ne le veux pas. Je vous veux, vous. Elle s'approcha de lui, plaçant sa main sur son ventre, où le bébé commençait à peine à se voir. C'est à nous. Notre famille, notre vie. Jesse ne peut pas toucher à ça. La colère de Caleb s'apaisa, remplacée par l'épuisement. Je suis désolé. C'est juste que, quand j'ai vu sa main sur vous, je sais, mais vous devez me faire confiance. Nous faire confiance. Elle l'embrassa doucement. Nous avons traversé trop de choses pour laisser quiconque se mettre entre nous maintenant. Vous avez raison. Il la serra contre lui. Je suis désolé. Ne soyez pas désolé. Croyez simplement en ce que nous avons. Je le crois. Je le croirai. Mais Jesse démissionna le lendemain matin, laissant une note disant qu'il avait trouvé du travail ailleurs. Caleb aurait dû se sentir soulagé. Au lieu de ça, il se sentit mal à l'aise, comme si le départ de Jesse était le signe de quelque chose de plus grand qui changeait. « Bon débarras », dit Dutch quand il l'apprit. Le gamin avait de l'ambition, mais pas de bon sens. Il n'arrêtait pas de parler de faire sa propre fortune, d'acheter sa propre terre. Les garçons comme ça sont dangereux autour des femmes mariées. Il vous a dit quelque chose sur Lydia? Rien de précis, mais je pouvais voir comment il la regardait, comme si elle était quelque chose à acquérir au lieu de quelqu'un à respecter. Dutch cracha du tabac. Vous avez bien fait de le chasser.
Le malaise persista pendant des semaines. Caleb se surprit à surveiller l'horizon, à vérifier les limites de la propriété, à sursauter aux bruits inattendus. Lydia le remarqua, mais ne dit rien, restant simplement près de lui et le laissant gérer ce qui le rongeait. Puis Henry Matthews arriva avec des nouvelles qui expliquèrent tout. Jesse a déposé une réclamation sur la section Est de ma terre. Il dit que c'est un territoire non réclamé, non inclus dans mon acte de propriété original. Le sang de Caleb se glaça. C'est un mensonge. Votre acte couvre tout jusqu'à la rivière. Je sais, mais il a un avocat qui argumente sur des détails techniques, et le bureau des terres prend ça au sérieux. Henry avait de l'air vieux, soudainement usé. S'il gagne, il pourrait forcer une vente. Prendre un quart de ce que je vous ai promis. Nous nous battrons. Nous prendrons notre propre avocat. Avec quel argent? La sécheresse a pris tout ce que j'avais économisé. Je ne peux pas me permettre une bataille de juridique. Les mains de Henry tremblaient. Je suis désolé, Caleb. Je pensais que vous donner cette terre assurerait votre avenir. Au lieu de ça, je l'ai peut-être ruiné. Non. La voix de Lydia était féroce. Jesse a fait ça parce que Caleb l'a renvoyé. C'est de la vengeance pure et simple. Nous le prouverons. Comment? Je ne sais pas encore, mais nous le ferons. Elle regarda Caleb. Nous n'avons pas survécu à des mariages forcés, à la sécheresse et à une tentative de meurtre, juste pour perdre face à un gamin gâté avec une rancune. Caleb sentit quelque chose se redresser dans sa poitrine. Elle avait raison. Il s'était battu trop durement pour abandonner maintenant. Dutch, appela-t-il, donnez-moi tout ce que vous savez sur Jesse. Où il a travaillé avant, qui il connaissait, pourquoi il est venu au non-Edonao. À quoi pensez-vous? Je pense que personne ne lance ce genre de manœuvre juridique sans argent derrière. Et Jesse n'avait pas 2 sous quand il travaillait ici. Les yeux de Caleb se plissèrent. Quelqu'un finance Sawatpam. Nous découvrirons qui. Nous découvrirons pourquoi. Et nous y mettrons un terme. Dutch revint 3 jours plus tard avec des informations qui firent tout s'emboîter. Le vrai nom de Jesse est Jesse Whitmore, le neveu de Marcus Whitmore. Le visage de Lydia devint blanc. Non. Marcus l'a envoyé ici pour se rapprocher de vous, pour trouver un moyen de pression. Quand ça n'a pas marché, il est passé aux tactiques juridiques. L'expression de Dutch était sombre. Cette appropriation de terre n'est que le début. Il prévoit de déposer des réclamations sur votre propriété ensuite, Caleb. Il essaie de vous forcer à tout vendre ou de vous ruiner en frais de justice. Ce fils de... Le poing de Caleb s'abattit sur la table. Il ne peut pas faire ça. Nous l'avons battu au tribunal. Juridiction différente, juge différent, et il a appris de ses erreurs. Dutch tendit d'autres papiers. Il achète des terres autour de vous depuis des mois par le biais de sociétés écrans. Dès qu'il aura la section Ed Henry, il vous aura encerclé, puis il vous pressera jusqu'à ce que vous vendiez. Lydia s'effondra sur une chaise, la main sur son ventre. Il n'arrêtera jamais. Tant que je serai en vie, il continuera à venir. Non. Caleb s'agenouilla devant elle. Nous l'arrêtons maintenant, pour de bon. Comment? Je ne sais pas encore, mais j'en ai fini de jouer la défense. Il regarda Dutch. Donnez-moi tout sur ces sociétés écrans. Chaque morceau de papier, chaque transaction, chaque lien avec Marcus. Nous allons démolir toute son opération. Et si nous ne trouvons pas assez, alors nous trouverons un autre moyen. Caleb se leva, le visage déterminé. Mais d'une manière ou d'une autre, ça se termine. Je ne le laisserai pas prendre notre maison, notre famille, notre avenir. Lydia se leva à côté de lui, sa main trouvant la sienne. Ensemble. Ensemble, acquiesça-t-il. Et en la regardant, cette femme qui avait fui un mariage forcé et trouvé la liberté dans un partenariat, cette mère de son enfant à naître, cette partenaire qui avait transformé sa vie de survie en quelque chose qui valait la peine de se battre, Caleb sut qu'il trouverait un moyen. Il le faisait toujours. L'enquête prit 3 semaines de travail minutieux. Dutch se révéla inestimable, traquant des registres dans les mairies de 3 comtés, tandis que Caleb et Lydia épluchaient chaque document qu'ils pouvaient trouver. Ici, Lydia pointa une signature sur un acte de société écran. Cette écriture correspond à la signature sur la déposition de Marcus lors de notre procès. Caleb se pencha. Vous avez raison, mais prouver un faux ne suffira pas. Il nous en faut plus. Elle frotta son ventre qui s'arrondissait, distraitement. Il doit y avoir un schéma, quelque chose qui relie tous ses achats.
Le schéma émergea lentement. Chaque société écran partageait le même avocat, un homme nommé Aldrich Stone de Cheyenne. Chaque achat avait lieu quelques jours après une visite de Marcus au Wyoming, et chaque acte avait des clauses étrangement similaires sur les droits d'eau et l'accès aux minéraux. Il n'essaie pas seulement de nous évincer, dit Caleb, en étalant les papiers sur la table. Il cherche quelque chose de spécifique sur cette terre. Qu'est-ce qui pourrait valoir tous ces efforts? Dodge fournit de la réponse 2 jours plus tard, apportant une étude géologique du bureau territorial. Du cuivre. Il y a une veine qui passe sous la section Est Henry et traverse directement votre pâturage nord. Il tapota la carte. Une société minière a fait des travaux d'exploration il y a 5 ans, a trouvé des gisements prometteurs, puis a fait faillite avant de pouvoir déposer des claims. Marcus a dû mettre la main sur leur étude. Les yeux de Lydia s'écarquillèrent. Alors, il ne s'agissait jamais de moi. Il s'agissait du cuivre. Oh, il s'agit bien de vous, dit Caleb d'un air sombre. Vengeance et profit. Marcus obtient les deux en nous détruisant et en s'enrichissant sur nos terres. Alors, utilisons ça contre lui. La voix de Lydia était vive, concentrée. La cupidité rend les hommes négligents. Voyons quelles erreurs il a commises. Ils trouvèrent l'erreur dans les registres de dépôt d'Aldrich Stone. L'une des sociétés écrans, Wyoming Territory Holdings, avait déposé des actes sur des terres déjà possédées par le gouvernement territorial. C'était une petite erreur, facile à ignorer, mais elle prouvait que Stone avait déposé des réclamations frauduleuses. Si nous pouvons prouver que Stone savait que c'était frauduleux, nous pouvons invalider chaque réclamation qu'il a déposée, dit Caleb, y compris la réclamation de Jesse sur la terre d'Henry, termina Lydia. Mais comment prouver que Stone le savait? La réponse vint d'une source inattendue. Le pasteur Matthews arriva au ranch avec son frère Henry et une femme que Lydia n'avait jamais rencontrée. Petite, nerveuse, avec des yeux hantés. « Voici Clara Stone, dit Henry doucement. La femme d'Aldrich. Elle a quelque chose à vous dire. » Les mains de Clara tremblaient pendant qu'elle parlait. « Mon mari est impliqué dans une fraude. Je le sais depuis des mois, mais j'avais trop peur pour parler. Mais quand j'ai entendu ce qu'il vous faisait, à une femme enceinte et à sa famille, je ne pouvais plus me taire. » Elle tendit à Caleb un portefeuille en cuir. Ce sont des copies de sa correspondance avec Marcus Whitmore. Des instructions sur les actes à falsifier, les réclamations à déposer. Comment structurer les sociétés écrans pour cacher l'implication de Marcus. Tout ce dont vous avez besoin pour prouver le complot. Caleb fixa les documents. « Pourquoi faites-vous ça? » « Parce que mon père a tout perdu à cause d'hommes comme Marcus Whitmore. Parce que je suis fatigué de voir mon mari détruire des gens bien pour le profit. » La voix de Clara se brisa. « Parce que ce que vous et votre femme avez, ce genre de partenariat, ce genre d'amour, ça vaut la peine d'être protégé. » Lydia s'approcha de Clara et prit ses mains. « Merci. Vous êtes très courageuse. Je suis terrifié. Aldrich me détruira quand il le découvrira. Alors vous restez ici, dit Caleb, sous notre protection. Et quand ce sera fini, vous aurez les remerciements de tous ceux que Marcus a essayé de ruiner. » Clara resta. Ils lui donnèrent la chambre d'amis et chargèrent Dutch de garder la maison pendant que Caleb se rendait à Cheyenne avec les preuves. Lydia voulait l'accompagner, mais sa grossesse avançait et le trajet serait trop dangereux. « Reviens-moi, dit-elle, le serrant fort avant son départ. « Toujours. » Il l'embrassa, sa main reposant sur son ventre. « Prends soin de notre bébé. Prends soin de toi. » Caleb fut parti 3 jours. 3 jours où Lydia sursauta à chaque bruit, imaginant les hommes de Marcus arrivant par la crête, craignit que Caleb ne revienne pas. Clara essaya de la distraire en discutant, mais l'attente les rongeait toutes les deux. Le 3e jour, des cavaliers apparurent à l'horizon. Le cœur de Lydia s'arrêta jusqu'à ce qu'elle reconnaisse le cheval de Caleb, puis bondit d'un soulagement si intense qu'elle dut s'asseoir. Il entra par la porte avec le shérif Morrison, un marshal fédéral, et Aldrich Stone enchaîné. « C'est fini, dit Caleb. On l'a eu, on les a tous eus, le marshal expliqua, tandis que Lydia s'accrochait à la main de Caleb. Les preuves fournies par Mme Stone, combinées aux dépôts frauduleux découverts par M. Hartman, étaient suffisantes pour des accusations de fraude fédérale. Nous avons arrêté Marcus Whitmore ce matin à Cheyenne. Il risque au minimum 10 ans. « Jesse ?» demanda Lydia. « Il a fui quand il a appris que son oncle était arrêté. Nous le trouverons, mais il est le cadet de vos soucis maintenant. » Morrison regarda Clara. « Madame Stone, vous devrez témoigner.
Je le ferai. La voix de Clara était stable maintenant. Quoi qu'il en coûte. Le procès se déroula rapidement. Le juge territorial, furieux de l'ampleur de la fraude, le fit passer en 2 semaines. Marcus Whitmore était assis sur le banc des accusés, son costume coûteux incapable de cacher à quel point il était diminué. Quand ses yeux croisèrent ceux de Lydia à travers la salle d'audience, elle ne ressentit rien. Pas de peur, pas de colère, juste de la pitié pour un homme si consumé par la cupidité et la vengeance qu'il s'était détruit lui-même. Le verdict tomba rapidement. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Marcus prit 12 ans, Aldrich Stone en prit 8. Jesse Whitmore fut condamné par contumace et serait arrêté à vue. Toutes les réclamations des sociétés écrans furent invalidées. La terre resta à ses propriétaires légitimes. En sortant du palais de justice, Caleb passa son bras autour de la table de plus en plus large de Lydia. C'est vraiment fini. Oui. Elle se pencha contre lui. Nous avons gagné. Non, vous avez gagné. Votre force, votre refus d'abandonner, c'est ce qui a rendu cela possible. Nous avons gagné ensemble, comme tout le reste. Ils retournèrent au ranch en triomphe. Mais Lydia savait que la vraie victoire n'était pas dans la salle d'audience. Elle était dans ce qu'ils avaient construit. Un partenariat assez fort pour résister à toutes les attaques. Un amour assez profond pour affronter toutes les tempêtes. Une maison pour laquelle il valait la peine de se battre. Henry Matthews les accueillit au ranch avec une nouvelle qui fit pleurer Lydia. Je vous cède la section et purement et simplement. Sans condition. Vous l'avez mérité 10 fois, Henry. Nous ne pouvons pas accepter. Vous le pouvez et vous le ferez. Clara Stone peut recommencer sa vie en sécurité grâce à vous. Tout ce territoire est plus sûr parce que vous vous êtes opposé à la corruption de Marcus Whitmore. Le moins que je puisse faire est de vous donner la terre que vous vous êtes si durement battu pour protéger. Les papiers furent signés cette semaine-là. Les ranchs Hartman comprenaient désormais près de 3000 acres de pâturage de premier choix, riches en herbes et en eau, et oui, en gisements de cuivre qui assureraient leur sécurité financière pour des générations. Mais la richesse importait moins à Lydia que le moment où elle et Caleb se tinrent sur la crête surplombant leurs propriétés combinées, sa main sur son ventre, où leur bébé donnait des coups forts et assurés. « À quoi pensez-vous » demanda Caleb. « Que j'ai frappé à votre porte, désespéré et terrifié, et que vous m'avez donné tout ce que je n'avais jamais su que j'avais besoin. Je vous ai donné l'honnêteté et le travail acharné. Vous m'avez donné un partenariat, la liberté, l'amour. » Elle se tourna pour lui faire face. « Vous m'avez donné une vie qui valait la peine d'être vécue. Vous m'avez donné la même chose. » Il lui embrassa le front. « Je ne faisais que survivre avant votre arrivée. Vous m'avez fait revivre. » Le bébé donna un coup de pied sec, les faisant rire tous les deux. Caleb s'agenouilla et parla au ventre de Lydia. « Tu entends ça, petit? Ta mère et moi avons construit quelque chose de bien ici, quelque chose de réel, et nous allons t'apprendre à faire de même, à valoriser l'honnêteté plutôt que les jolis mensonges, le partenariat plutôt que la possession, l'amour par-dessus tout. » Lydia passa ses doigts dans ses cheveux, submergée de gratitude pour cet homme qui l'avait vu non pas comme une propriété, mais comme une partenaire, qui l'avait protégée non pas pour la posséder, mais pour la libérer, qui l'avait aimée non pas malgré son passé, mais à cause de celle qu'elle avait choisi de devenir. « Allez, dit-elle, rentrons à la maison. » La maison. Les mots la remplissaient encore d'émerveillement. Le bébé arriva en février, pendant une tempête de neige qui rivalisait avec celle qui avait poussé Lydia à la porte de Caleb 1 an plus tôt. Dutch partit chercher le médecin tandis que Caleb restait avec Lydia, lui tenant la main à travers la douleur, la guidant à travers chaque contraction, avec le même calme constant qu'il avait utilisé pour lui apprendre à faire naître les veaux. « Vous pouvez le faire, murmura-t-il. Vous êtes la personne la plus forte que je connaisse. Dites ça à... » Elle halta alors qu'une autre contraction la frappait. « Dites ça à ce bébé qui essaye de me fendre en deux. » Presque là. Encore un peu. Le médecin arriva à temps pour attraper leur fille alors qu'elle entrait dans le monde, hurlant sa fureur contre le froid. Caleb coupa le cordon avec des mains tremblantes, puis regarda avec admiration le médecin placer le bébé dans les bras de Lydia. « Elle est parfaite, » murmura Lydia. « Elle est à nous. » Caleb toucha la petite main de sa fille, s'émerveillant quand elle agrippa son doigt. « Comment devrions-nous l'appeler? »« Grace. Pour la grâce qui m'a amené à votre porte. Pour la grâce qui vous a fait me laisser rentrer.
Grace Hartman. La voix de Caleb se brisa. C'est parfait. Ils restèrent assis ensemble tandis que la tempête faisait rage dehors. Une nouvelle famille est formée par le courage et le choix, et par le genre d'amour qui change tout. Clara Stone resta comme leur gouvernante, trouvant la paix dans le rythme quotidien du travail du ranch et la sécurité de personnes qui appréciaient son courage. Dutch épousa une veuve de la ville et construisit une maison sur la section ouest de la propriété, devenant non seulement un contremaître, mais un membre de la famille. La veine de cuivre se révéla aussi riche que l'étude l'avait promis. Ils louèrent les droits miniers à une société éthique pour assez d'argent pour assurer leur avenir et améliorer les infrastructures de toute la région. La ville de Redemption grandit, la prospérité se propageant à tous ceux qui s'étaient tenus à leur côté contre la corruption de Marcus Whitmore. Mais la vraie richesse se mesurait d'autres manières. Dans les premiers pas de Grace sur le porch, dans la façon dont Caleb embrassait encore Lydia chaque matin comme s'il ne pouvait pas tout à fait croire qu'elle était réelle. Dans le partenariat qui avait commencé comme un marché désespéré et était devenu le fondement de tout ce qui était bon dans leurs deux vies. Au premier anniversaire de Grace, ils se tinrent ensemble sur cette même crête, regardant le coucher de soleil peindre le ciel d'orange et d'or. Leur fille trottinait entre eux, poussant des cris de joie pour absolument rien. Et Lydia pensa à la jeune fille qu'elle avait été, enfermée dans une chambre, terrifiée, certaine que sa vie était finie. « À quoi souriez-vous » demanda Caleb. « À tout. À tout ça. » Elle désigna la terre, leur maison, leur fille. « Je fuyais un mariage forcé quand j'ai trouvé votre porte. Je pensais que je courais vers la survie. Je n'aurais jamais imaginé que je courais vers tout ce que j'avais toujours voulu. Ces paroles étaient plus dangereuses que vous ne le pensiez. » Lydia rit, se souvenant de cette première nuit. « Je n'ai pas besoin d'une servante. J'ai besoin d'une femme. » Ces mots ont changé toute ma vie. La mienne aussi. Caleb la serra contre lui. « La meilleure décision que j'ai jamais prise, c'est d'être honnête avec vous depuis le début. La meilleure décision que j'ai jamais prise, c'est de dire oui. » Grace tira sur la jupe de Lydia, réclamant de l'attention. Ils la prirent ensemble dans leurs bras, cet enfant né du courage et du choix, et retournèrent vers la maison où la lumière des lampes brillait chaleureusement dans l'obscurité grandissante. Lydia regarda une dernière fois la crête, la vaste terre s'étendant sous le ciel du Wyoming, et pensa à toutes les femmes qui avaient fui avant elle, celles qui avaient échappé à des mariages forcés pour ne trouver que de nouvelles prisons, de nouveaux maîtres, de nouvelles formes de captivité. Elle avait trouvé la liberté à la place, non pas parce qu'un homme l'avait sauvée, mais parce qu'un homme lui avait offert un partenariat. Il l'avait vue comme une égale, lui avait fait confiance comme à une partenaire, l'avait aimée comme un choix plutôt que comme une possession. Et en se choisissant chaque jour à travers la sécheresse et le danger, à travers la peur et la fureur, à travers chaque défi que la vie leur lançait, ils avaient construit quelque chose qui ne pouvait être brisé. Ni par la cupidité, ni par la vengeance, ni par la cruauté mesquine des hommes qui voient les femmes comme des biens à acquérir. Ils avaient construit une maison, une famille, un héritage de partenariat qui passerait à Grace, à ses enfants et à toutes les générations suivantes. Caleb avait eu raison cette première nuit. Ce n'était pas de la romance. C'était quelque chose de mieux. Un travail honnête, un respect mutuel et l'amour profond et durable qui grandit lorsque deux personnes se choisissent. Non par désespoir, mais par la reconnaissance de ce qu'ils pouvaient construire ensemble. Debout dans l'embrasure de la porte de leur maison, Grace dans ses bras et la main de Caleb chaude dans la sienne, Lydia sut avec une certitude absolue qu'elle avait trouvé exactement sa place. Non pas parce que le destin l'avait menée ici, mais parce qu'elle avait eu le courage de frapper à la porte d'un inconnu. La force d'accepter une offre impossible, et la sagesse de reconnaître que la chose la plus dangereuse que Caleb Hartman lui ait jamais dite n'était pas une menace du tout. C'était la promesse la plus honnête que quiconque lui ait jamais faite, que si elle choisissait un partenariat avec lui, elle n'aurait plus jamais à affronter le monde seule.